un invité sur la braise. Aïe 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 aïe. Bonjour les humains, bienvenue sur Brest Fox Radio. Je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter cette émission. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, dans votre émission Un invité sur la braise, nous avons un invité de marque. Il s'agit de monsieur Pascal Bresson. Mais je vous en dis pas plus parce que c'est lui qui va se présenter. Bonjour Pascal. Bonjour Abel. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, ma foi, très bien en ce début d'année. Quel privilège d'être à tes côtés pour pouvoir parler enfin. Enfin, je vais tout savoir de monsieur Pascal Bresson. En fait, il faut que je t'avoue quelque chose, Pascal. Tu fais le métier que j'aurais voulu faire. Oh bah écoute, il est jamais trop tard. Non mais j'aime bien les micros aussi. Oui bah écoute, mais sache que tu sais, j'ai commencé aussi quand j'avais une dizaine d'années, 14-15 ans, j'étais dans une radio associative à Reims où je parlais justement des parutions de bande dessinée. Donc j'ai connu aussi le micro. Écoute, tu es un animateur alors ? Bof. On s'amuse. On s'amuse. Très bien Pascal. Mais écoute Pascal, moi j'ai vu pas mal d'infos circuler sur le net à ton sujet, puis notamment sur le Pays Malouin. Là, j'ai vu que tu avais remporté un concours. C'est bien dans le Pays Malouin ou Ouest-France ? Non, dans le Pays Malouin, le concours en fait, c'était un concours organisé par le journal Le Pays Malouin. Et il fallait voter pour élire les 15 nominés, le Malouin de l'année 2015. Et j'ai eu cette chance d'être élu le Malouin de l'année 2015. Donc je suis le Malouin de l'année 2015. Mais c'est génial. De toute façon, vu le réseau que tu as et le réseau d'admirateurs et d'admiratrices, t'as pas eu beaucoup de mal quand même. Oh, tu sais, il y avait quand même Miss Bretagne en face de moi. Ah oui. Elle a des arguments. Et j'ai eu peur, ceci dit. Je te dis pas que j'étais devant ma télé à regarder l'élection Miss France, mais je pense que si avait été élu Miss France, à mon avis, je n'aurais pas eu ce privilège d'être le Malouin de l'année. Ben écoutez, le Malouin de l'année. Et en profitons-en. Voilà, on va en profiter. Ben écoutez, chers auditeurs, on va continuer cette petite émission avec une parenthèse musicale tout de suite, avant de poser les questions et te passer à la braise, mon ami. Oh, j'ai déjà chaud. Ouais, allez, c'est parti avec un petit Michel Delpech, c'est une commande de notre ami Pascal Bresson. Braise Folks Radio. Braise Folks Radio. Unidiver, le webzine des actualités culturelles à Rennes et en Bretagne. Unidiver, le magazine sans langue de bois qui tire l'information vers le haut. Unidiver, culture, art, loisirs, santé, psycho, philo, société. Unidiver sur le web, www.unidiver.fr. Chers auditeurs, eh bien écoutez, c'est un événement. Nous avons au micro de Brest Fox Radio, nous avons Pascal Bresson. Pascal Bresson, je n'en dis pas plus, il va se présenter lui-même en long, en large et en travers. De toute façon, il est sur la Braise. À toi Pascal. Eh bien merci Avel, déjà bonjour à tous tes auditeurs auditrices. Moi je suis très heureux de participer, d'être interviewé à la radio Braise Fox Radio, tendre sa main si je puis dire à la culture. Eh ben écoute, je suis Pascal Bresson, j'ai 46 ans depuis peu puisque je les ai fêtés le 22 décembre, le jour d'hiver. Pascal. Oh là, tu sens on commence à prendre de l'âge, mais moi ça me déplaît pas de prendre de l'âge. Je trouve que plus on vieillit, plus on se bonifie. Et je suis né à Reims en 69 et on va dire que j'habite Saint-Malo depuis plus de 20 ans. Donc on peut dire que je suis maintenant un Malouin puisque regarde, j'étais élu le Malouin de l'année. Mais je suis auteur de bande dessinée, c'est mon métier. Mais avant d'être auteur de bande dessinée, j'étais surtout passionné par le théâtre. Le théâtre, c'était ma vie. J'ai commencé à me passionner par le théâtre dès ma plus tendre enfance. On va dire que j'ai découvert les textes de Molière, de Marcel Pagnol, j'avais 9-10 ans. Et déjà à 14 ans, je voulais devenir surtout un Gérard Philippe, un Pierre Freinet ou un Claude Brasseur. Et j'avais cette chance d'avoir le Conservatoire d'art dramatique de Reims, pas très loin de chez moi. Et à l'époque, on pouvait faire des auditions libres pour pouvoir justement y accéder sur 3 ans. Et à l'époque, il faut savoir que le grand responsable, c'était Robert Hossein. J'ai passé mon audition, j'étais le plus jeune, et je peux t'assurer que j'ai même pas eu à jouer un monologue, un sketch ou autre. Robert Hossein m'a simplement pris à part, il m'a dit, mais écoute, pour un jeune, qu'est-ce qui te plaît de se lancer dans cette carrière? Et je lui ai dit, voilà, moi, mes acteurs, mes comédiens,
mon idole, c'est Gérard Philippe. Et lui, il l'avait connu. Et ça l'a amusé. Et je suis rentré à l'école donc du conservatoire pendant 3 ans, où j'ai fait du training, j'ai fait de l'improvisation, j'ai fait beaucoup de pièces, j'ai joué énormément de Racine, d'Andromaque. Enfin, j'ai appris des textes, j'ai connu des textes. C'est là que j'ai appris vraiment la littérature, le sens des mots. Enfin bref, ça a été pour moi un épanouissement total. Mais alors, ce qui a été fou, c'est que j'ai eu Robert Hossein pendant 6 mois. Il est parti puisque sa femme venait de décéder. Et j'ai eu après comme professeur Jean-Claude Drouot, Thierry Lafronde. Et j'ai eu Thierry Lafronde pendant 2 ans et demi. Donc là, c'était plus le Thierry Lafronde mince qu'on l'avait connu dans les années 60, c'était plutôt maintenant le patriarche, un homme qui était imposant, mais d'une grande gentillesse, mais très professionnel. Et la seule chose que je retiens sur ces 2 ans et demi que j'ai passé avec lui, c'est qu'il me disait, mais monsieur Bresson, montez la voix, pensez à ceux qui sont dans le fond. Voilà, ça m'est resté, tu vois, après tant d'années. Ensuite, je suis parti à Nancy pour passer le concours, puisque je voulais rentrer au cours Florent. Et pour ça, il fallait passer par une autre école de théâtre. Donc, je suis parti un peu plus d'1 an à Nancy, au cours Formation Théâtre. Là, ça a été très dur, c'était une épreuve très dure, parce que pendant 1 an et demi, on apprend du texte. C'est-à-dire qu'on nous en gave. Pour vous dire, par exemple, il fallait apprendre Racine. Racine, c'est très compliqué. Andromaque, ce sont des monologues qui durent sur des pages et des pages et des pages. Autant vous dire que c'est des nuits blanches pour apprendre. Mais leur manière, vraiment, nous mettre ça dans la tête, on était seuls sur le plancher et ils mettaient de la musique en fond et ils montaient la musique de plus en plus fort et nous, on devait réciter nos textes tout en se concentrant de plus en plus fort. Enfin, c'était une belle expérience, mais c'était très dur. Et j'ai eu ce diplôme au bout d'1 an et demi et je suis parti à Paris au cours Florent. J'ai réussi aussi mon entrée au cours Florent, ça devait durer 3 ans et je suis resté que 6 mois parce que le cours Florent m'a un petit peu dégoûté. J'étais désabusé de voir qu'en fin de compte c'est vraiment de la poudre à perlimpinpin. C'est sur 300 élèves que nous étions, ils en prenaient que 7 et les 7 évidemment c'était des gens qui avaient dans leur famille des gens bien placés. Mais que vous soyez mauvais ou bon, c'était le résultat. Il fallait simplement payer. Et ça m'a tellement dégoûté que je suis parti, j'ai fait 6 mois, et puis comme je savais dessiner, puisque dans la famille de ma mère, j'avais mon grand-père que je n'ai malheureusement pas connu, il était aquarelliste, ma mère dessinait aussi, donc je dessinais déjà petit, en parallèle au théâtre, je dessinais pour des revues, je dessinais pour le journal L'Union, qui est au même titre que Ouest France, et on va dire que c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes. Donc quand j'ai eu fini le cours Florent, je suis tombé papa de bonheur puisque j'avais 18 ans et il m'a fallu trouver du travail. Donc pendant des mois et des mois, jour et nuit, je me suis entraîné à trouver un style de dessin, à recopier parce qu'il fallait recopier. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la grande aventure de la bande dessinée. Mais écoute, tu es un roman à toi tout seul, Pascal. Disons que ce sont des destins et les destins, c'est vrai qu'on a chaque destin. C'est surtout qu'il faut avoir la foi et à un moment donné, jamais baisser les bras. Et Dieu sait qu'il y a toujours des murs pour nous mettre les bâtons dans les roues, mais il faut toujours les dépasser et jamais les contourner. On va faire une petite parenthèse musicale et puis on te retrouve très vite, c'est passionnant. Allez, et sur ta commande, on va passer du Charles. Brass Folks Radio. Folks Radio. Gaël Blanchez, psychosomatothérapeute certifié et sexologue. Gaël intervient en psychothérapie, sexothérapie, art-thérapie et hypnose au 48 boulevard Jules Verger à Dinard. Téléphone 06 47 07 96 46. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Brass Fox Radio dans votre émission Un invité sur la Bretz. Cet invité, pour ceux qui prennent l'émission en cours, je vous le présente, il s'agit de Pascal Bresson, qui a un parcours, c'est à tomber par terre. Moi je me régale, je ne parle même plus en fait. Il prend le micro et puis voilà. C'est passionnant. Eh bien, merci Aval. Et puis j'avais oublié de dire, puisque je parlais du théâtre et du destin, c'est que j'ai découvert à 5 ans les aventures de Tintin. C'est comme ça que je suis venu au dessin, parce que j'étais un enfant qui était très réservé, j'étais élevé par ma grand-mère, et je passais mon temps à dessiner. Et j'ai surtout découvert dans le journal Tintin les aventures de Ricochet. Ricochet, ce jeune détective, enquêteur, dessiné par Tibet, écrit sur des scénarios du château. Et comme j'habitais Reims, chaque année, il y avait le roman du film du polar.
Et c'était en novembre, je me souviens, c'était en 85, j'avais à peine 13 ans. Je m'étais sauvé de chez ma grand-mère pour aller le voir, pour aller voir Tibet. Et là, j'ai découvert un homme extraordinaire, il y avait du monde, et je me souviens que je l'ai regardé avec des grands yeux. Et ce qui était bien, c'est que ce salon durait sur 5 jours. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de parler avec lui, mais surtout d'être resté une journée entière avec lui. C'est d'ailleurs là où il m'a appris à dessiner Ricochet. Et je me souviens qu'un journaliste local lui avait demandé son adresse personnelle. Et ni une ni deux, évidemment, je suis allé voir ce journaliste et je lui ai demandé qu'il me redonne son adresse à Tibet. Il habitait Bruxelles à l'époque. Et je lui ai écrit. Je lui ai envoyé mes dessins, et Tibet, très gentiment, comme faisait le dessinateur de Tintin Hergé, corrigeait ses dessins. Tibet m'a corrigé mes dessins pendant des longues années. Il m'a même invité chez lui, je me souviens, ado, pendant les vacances scolaires, à voir comment. Donc je dormais chez lui, il avait une chambre, et il me montrait comment il ancrait, comment il me faisait le lettrage, les compositions, la réalisation. Et c'est comme ça que j'ai appris aussi la bande dessinée. Donc on va dire que la BD, c'est grâce à Tibet. Mais je suis à moitié étonné de ce que tu nous expliques, mais comment peux-tu expliquer à nos auditeurs ou les néophytes comme moi qui ne connaissent pas grand-chose à la BD que en Belgique on trouve le terreau de la bande dessinée? Disons que c'est une culture pour eux. Il faut savoir qu'il y a des studios, la transmission, puisque moi je fais beaucoup dans mes livres, je parle beaucoup de la transmission. Et la transmission en Belgique, chez les auteurs belges, c'est une culture que nous, malheureusement en France, nous n'avons pas. D'ailleurs, j'aime la bande dessinée belge. Moi, je dis toujours que je fais de la ligne claire. Donc, la ligne claire, c'est l'école belge. Je viens de l'école belge. L'école française, on va dire que c'est plutôt Jean Giraud, Mobius. C'est eux qui ont inventé, quelque part, la ligne française. D'accord. Mais il y a une grande différence. C'est que les auteurs belges ne se prennent pas au sérieux. Les auteurs français se prennent très, très au sérieux. C'est ce qui me déplaît. Bon. Maintenant, mais voilà, j'ai appris le métier grâce à Tibet qui m'a suivi, et ce qui est quand même fou dans ce métier, c'est d'avoir son idole qui s'appelle Tibet et 15 ans après de se retrouver côte à côte en train de dédicacer. Ça, on peut pas l'imaginer. Donc c'est un parcours fort. Entre-temps, j'ai fait aussi du livre pour enfants. J'avais 2 idoles aussi, j'ai eu beaucoup de chance, c'était le commandant Cousteau et Nicolas Hulot. J'ai eu la chance d'être reçu par le commandant Cousteau à Paris. J'ai pu passer 2 jours avec lui parce que je lançais une série sur une histoire d'une petite pieuvre qui s'appelait Poulpia, une pieuvre qui se battait contre la bêtise humaine, et je voulais qu'il en soit le parrain. Et il avait fait la préface, et peu de temps après avoir fait sa préface, il est mort. Bon. Ensuite, je voulais que cette petite pieuvre continue toujours dans la même lignée. Et je m'étais adressé à Nicolas Hulot qui était parti à l'époque sur un tournage, j'avais eu son collaborateur, et un jour je reçois un appel de Nicolas Hulot qui me dit écoutez, si vous êtes sur Paris, venez me voir. Pourtant, je peux vous dire que Nicolas, maintenant, ça fait un peu plus de 25 ans que je le connais. Nous sommes des amis, c'est quand même quelqu'un qui est quand même très sollicité, et surtout quelqu'un qui est quand même, on va dire, qui fait attention, évidemment, c'est quand même quelqu'un de connu, et il m'a reçu. Et on a passé une journée, et depuis on est devenus des amis. Et là j'accélère un petit peu, donc j'ai fait plein de livres pour enfants. Et ensuite je suis venu à dessiner les aventures de Nicolas Hulot en bande dessinée. J'ai vu ça. Voilà, aux éditions Glénat. Ça a marché. Glénat a été un petit peu, ils n'ont pas été fair-play à ce niveau-là parce que Nicolas était quand même quelqu'un qui était très impliqué dans la bande dessinée, dans l'histoire, sauf que quand il s'est lancé au primaire, ça a déplu à Glénat. C'est pour ça que ils ont arrêté la série qui marchait bien. Mais bon. Ensuite, j'ai fait plein de bandes dessinées, notamment les affaires criminelles, l'affaire Seznec est mon cheval de bataille. Denis Seznec et le petit-fils est un ami. Je me souviens quand je suis allé voir le petit-fils la première fois, parce que j'avais le respect de son histoire, le respect de son grand-père, je voulais lui demander l'autorisation si je pouvais faire une bande dessinée sur son grand-père. Et au départ, on devait se voir une demi-journée, et finalement, on s'est vu plus d'une journée. Il a vu tout de suite la sincérité et l'honnêteté du personnage. D'ailleurs, il m'a dit... Et de ta démarche, en fait. Et de ma démarche. Mais surtout, il m'avait dit, vous savez, la plupart de ceux qui ont écrit ou dessiné sur mon grand-père m'ont un jour trahi. Donc c'est vrai que ça met mal à l'aise. Et la bande dessinée est sortie, a fonctionné, et Denis Seznec, en fait, était très très content. Alors attention, je ne faisais pas de la lèche, dans le sens où j'allais... objectivement, j'avais tout lu, tout ce qui se rapportait à Seznec. Et je racontais vraiment, moi, mon analyse personnelle, hein. Donc il a été très content. Ensuite, j'ai attaqué l'affaire Dominici, qui a bien marché. Donc ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je rencontre énormément de gens. J'ai même rencontré le petit-fils. Son grand-père avait autopsié la famille Drummond qui avait été assassinée par les Dominici, puisque autant Dominici ont vraiment tué,
autant Seznec est vraiment innocent. Voilà. Après, bon, chacun évidemment son analyse. Tout à fait. Et ensuite, après, j'ai fait plein de choses parce que j'aime, moi, dans mon métier, c'est de pouvoir diversifier les thèmes, les sujets, et puis surtout transmettre aux enfants, parler du patrimoine, de la culture. Je trouve qu'on insiste plus sur les valeurs, sur les principes. Les enfants ne sont plus guidés, il n'y a plus de moralité. Donc j'essaye au travers de mes bandes dessinées, de mes histoires, d'apporter un peu de tout ça. Et on va en venir justement entre terre et mer, puisqu'entre terre et mer, c'est notre région, c'est notre ADN, c'est notre patrimoine. Mais j'avais quand même une question avant d'écouter un peu de musique. Tu n'abordes pas des thèmes de fiction en fait, hein. Tu te bases surtout sur de l'historique, sur des faits réels. Alors bien sûr, j'ai fait des choses de fiction, comme Plus fort que la haine, mais il faut se dire que, alors Plus fort que la haine, j'ai reçu le Grand Prix des lecteurs en 2015, donc j'ai eu 3 prix cette année, j'étais vraiment gâté, mais Plus fort que la haine, c'était surtout un ras-le-bol sur l'intolérance, sur l'injustice, sur le racisme, j'avais envie de faire quelque chose. Cet album, c'est aux éditions Glénat, c'est l'histoire d'un jeune esclave qui était dans les années 30 en Mississippi, puis donc il y a le Ku Klux Klan, il y a les gentils, les méchants, enfin bref, je vais pas en dire plus. Mais c'est une fiction ou c'est tiré d'un roman? Non, d'une fiction. C'est une fiction. Qui aurait pu exister, hein, puisque évidemment, je relate vraiment des choses qui se sont passées, mais voilà, c'était une fiction, le personnage n'a jamais existé, et puis évidemment, il y a toujours une moralité, c'est-à-dire que rien ne sert d'avoir la haine, justement, lui, il a eu l'amour, il a eu l'intelligence, donc l'amour a remporté sur la haine et la méchanceté. Mais après, évidemment, quand on parle de Dominici ou de Seznec, ce sont des histoires qui ont existé, mais il faut faire toujours très attention parce qu'en bande dessinée, il faut parler bien évidemment de l'histoire, mais il faut aussi mettre un petit peu du romanesque dedans. Il faut jamais s'éloigner de la vérité, mais il faut aussi inventer. Donc voilà, j'ai complété par des histoires parallèles, sans jamais m'écarter de la réalité. Voilà. Faire voyager le lecteur. Tout à fait, et puis être toujours crédible, hein, et surtout arriver à la fin sur ses pattes, parce que c'est pas toujours simple. Eh bien, cette fois-ci, on va passer Daniel Balavoine, sur ta demande. Allez, Brass Folks Radio. Brass Folks Radio. Brezza Art Concept, développement et promotion de la créativité artistique, art, musique, communication, créativité, pédagogie, atelier chant et aide à l'écriture et composition, musique assistée par ordinateur, animations et productions musicales. Contact 06 30 12 38 74 et 09 99 80 06 64. Email brezzartconcept@yahoo.fr. Bien le bonjour ou bien le bonsoir, tout dépend à quelle heure vous prenez cette émission. Alors là, pour ceux qui ont raté ça, je vous garantis, vous avez raté quelque chose. Mais rassurez-vous, elle est retransmise nombre de fois sur Brass Fox Radio. Aujourd'hui, Pascal Bresson. Allez Pascal, fais-nous rêver encore. Parle-nous de Terre et Mer, c'est une trilogie, n'est-ce pas? Alors Entre Terre et Mer, beaucoup de gens de notre région connaissent bien cette série. Entre Terre et Mer, je resitue, c'était une série qui est passée sur France 2 en 97, tiré du roman d'Hervé Ballet. Hervé Ballet, l'enfant du pays, c'est un monsieur qui est né à Saint-Coulon. Donc beaucoup de Malouins, beaucoup le pays de Saint-Malo connaissent bien. Et la particularité, c'est que ce téléfilm en 6 heures a été tourné dans la région, à Saint-Sulliac notamment, à Saint-Malo, à Saint-Coulon, de la Pointe du Minga, enfin bref, c'est vraiment le reflet de notre région. Comme tout à l'heure, je te disais que j'avais fait le conservatoire, j'avais rencontré à l'époque Didier Bien-Aimé, l'acteur principal d'Entre Terre et Mer. Acteur principal, mais acteur aussi de d'autres séries comme La Kiné, Premier de Cordée, dans Navarro, enfin il avait fait plein de choses. Je dis il avait fait parce que c'est un homme c'était un ami déjà, mais c'est surtout qu'il est mort sur le tournage de Dolmen à l'époque avec Ingrid Chauvin,
il y a quelques années. Il est mort, je crois, en 2005. Donc ça fait très loin. Il est mort d'une crise cardiaque à 44 ans. Ah ouais, et même encore maintenant, à en parler, j'ai un peu de mal. Mais Didier Bien-Aimé était un homme extraordinaire. Et c'est quand il est venu tourner Entre terre et mer à Saint-Sulliac qui m'a appelé. Moi, j'habitais à Nancy, qui m'a dit, écoute, toi qui aimes les espaces verts, l'authenticité, qui aime bien la mer, qui aime bien le temps un peu gris, parce que c'est vrai que je déteste le soleil, il m'a dit, viens ici. Et donc, c'est comme ça que je suis venu m'installer à Saint-Malo, il y a plus de 15 ans. Voilà, grâce à Entre terre et mer. Je connaissais aussi Bernard Fresson, qui jouait le Père Le Breton, toujours dans la même série Entre terre et mer, d'Hervé Ballet. Père Le Breton, il jouait le vieux Terre-Neuva, qui transmet, qui montre le métier de Terre-Neuva à Pierre Abgral, qui était joué par Didier Bien-Aimé. Et Bernard Fresson, je le connaissais parce que il était rémois comme moi. Il habitait Reims. Ses parents tenaient une boulangerie. Et au conservatoire, chaque année, il venait rencontrer les élèves. Et c'est comme ça que j'ai rencontré et connu, bien évidemment, Bernard Fresson. Par la suite, j'ai eu l'occasion, alors bien évidemment, la série a fonctionné, il y a eu je sais plus combien de millions de spectateurs, combien de prix ils ont ramassé, enfin, Entre terre et mer, ça a été un succès. Entre-temps, il y a quelques années, je rencontre Hervé Ballet et je lui dis, voilà, ça serait bien de mettre tous les ingrédients que vous avez créés, que ce soit les gens de la terre, les gens de la mer, en bande dessinée, puisque la bande dessinée est un moyen de communication où on peut toucher les jeunes. Et on a démarré, on a fait Entre terre et mer, j'ai trouvé un éditeur. Le seul souci, c'est qu'il fallait faire les 3 albums en un temps record, c'est-à-dire en un an. Donc j'ai travaillé avec mon ami Erwan Oseek, on a travaillé à deux, le jour, la nuit, enfin bref, on a travaillé comme des fous. Et les 3 tomes sont sortis en 2015. En janvier, en mai et le dernier tome en octobre. Et donc je restitue toute l'histoire d'Entre terre et mer. Alors bien évidemment, il a fallu que je réadapte les dialogues, que je réadapte aussi les scènes, parce que entre la télé et la bande dessinée, ce sont pas les mêmes codes. Donc il a fallu que je réécrive tout. Mais surtout, ce qu'il a fallu, c'est que j'invente la fin. C'est pas la fin du téléfilm. J'ai inventé la fin sans m'écarter trop loin de la réalité, parce que je voulais pas trahir l'œuvre d'Hervé Ballet. Et ça a été vraiment un succès en bande dessinée. Le seul reproche, c'est qu'on me dit que j'aurais pu faire un 4e album, mais je le répète, c'est pas de ma faute, c'est l'éditeur qui a pas voulu faire 4 albums. Sinon, évidemment, j'aurais fait 4 albums, parce qu'il y avait de la matière. Et ce qui a été super, c'est que je suis allé jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, là, le fief des Terre-Neuva, et j'ai pu présenter Entre terre et mer, et ça a marché. Voilà. Et depuis, grâce à Entre terre et mer, j'ai été élu le Malouin de l'année. Et tu le mérites. C'est gentil. Mais oui, c'est vrai que de parler des gens, parler de cette patrimoine, parler de nos grands-pères, de nos arrière-grands-parents, ça c'est formidable parce qu'ils nous ont légué un passé, un patrimoine, c'est notre ADN. Et c'est vrai que je me bats pour le patrimoine pour les enfants, pour que demain, ils sont nos exemples. Demain, il faut vraiment qu'ils transmettent ce que nous on a vécu. Ça c'est important. Voilà, ça c'était Entre terre et mer. Et puis pour finir, pour mes projets, on est toujours dans la transmission parce que je finis l'album Jean-Corentin Carré aux éditions Paquet. Jean-Corentin Carré qui est un jeune garçon du côté du Fawet dans le Morbihan, qui s'est sauvé de chez lui à 14 ans pour pouvoir se battre sur le front, donc il a menti sur son âge et son nom. Donc le tome 2 sort au mois de mars. Ensuite, au mois de mai, en 2 tomes, c'est L'Oiseau Blanc, l'histoire de Charles Nangesser et François Colli. Ces 2 pilotes français, ces 2 grands as de la Première Guerre mondiale qui ont disparu entre Paris et New York, puisqu'ils relevaient le défi d'une traversée sans escale en 1927. On n'a jamais retrouvé leur avion. On a des pistes, donc moi j'ai analysé, bien évidemment, j'ai enquêté là-dessus. Et pour finir, je vais démarrer le Bugalet de Braise avec Yann Kefelec. Le Bugalet de Braise, ce fameux bateau de pêche avec 5 marins à bord. Bugalet Braise, qui veut dire enfant de Bretagne, qui a été épronné par un sous-marin et dont l'État essaye de faire porter le chapeau aux marins alors qu'on sait très bien que c'est un sous-marin. Donc ça va être un gros bouquin, ça risque de faire du bruit, mais voilà, je veux rendre hommage à ces gens-là. Mais en fait, un auteur, dessinateur engagé, toi. Depuis le début en fait, oui, parce que encore une fois, je déteste l'injustice. Même c'est viscéral, l'injustice, l'intolérance. Mais c'est depuis tout petit. Je peux pas supporter la puissance, la gloire, le pouvoir. Je suis désabusé quand je vois la précarité, quand je vois la pauvreté, quand je vois tout ça. Je te l'accorde. Voilà, je suis comme qui dirait fou. On va quand même se quitter sur une petite parenthèse positive. Si tu as des vœux à formuler, nous sommes encore en janvier,
Vas-y. Alors moi, les vœux... Quels sont tes vœux? Écoute, j'en ai plein. Alors évidemment... On va faire un condensé. Alors on va dire que plus généralement, je voudrais évidemment la paix pour 2016, et plus intimement, je voudrais évidemment la santé pour toute ma famille, mais surtout aussi, je voudrais beaucoup que le respect revienne, que l'éducation revienne, que la politesse revienne, que le b.a.-ba de tout ce qu'on a appris revienne, qu'il n'y ait plus d'indifférence, qu'il n'y ait plus de... Voilà, qu'on soit à l'écoute de l'un ou des autres, et que surtout on n'hésite pas à tendre la main, puisque il faut plus qu'on soit dans un monde, dans une société fermée. Nombrilique. Nombrilique, voilà, tout à fait. Écoute Pascal, j'ai été enchanté de te recevoir Merci Havel, en dans tout le cas. studio, et puis je vais réécouter ça avec grand plaisir. Au montage, je vais me régaler. Bon, mais ça, je le coupe pas, tu vois. C'est pour vraiment dire aux auditeurs que je vais me régaler au montage. Et ben en tout cas, bonne année à tes auditeurs, bonne année à toi Havel, et surtout longue vie à ta radio. Mais écoute, c'est pas simplement ma radio. Il y a d'autres amis qui sont partenaires de ce projet. Hein. Eric Pierre, Mathilde, Gaël, pour ne citer que. Voilà. En tout cas, merci Pascal. À très bientôt. On aura l'occasion de se revoir, je pense.